Croire, aimer, partager, tel est le triptyque qui vient spontanément à l'esprit lorsqu'on suit le cheminement de sœur Béatrice Faye, religieuse et membre de la congrégation des sœurs de l'Immaculée Conception de Castres depuis 37 ans. Sœur Béatrice Faye est à la fois une provocation et une inspiration. Elle ne correspond pas à l'image caricaturale que beaucoup se font souvent de la femme africaine. Elle allie habilement et allègrement, discernement et engagement, rigueur et générosité. En tant que théologienne et philosophe, elle s'intéresse à différents sujets dont l'un concerne les rapports entre femmes et hommes. Elle a soutenu à cet effet à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar une thèse de doctorat sur le thème très significatif, énigme de la différence des sexes, contribution philosophique à la perspective genre. Sœur Béatrice Faye, qui séjourne régulièrement dans différents pays africains et non africains, offre un regard qui trouve ses racines en Afrique et qui s'ouvre au monde. Chère sœur Béatrice, bonjour et merci d'accorder cet entretien à Misérior. Bonjour, M. Raoul. Bonjour à tous les membres de Misérior. Merci beaucoup. Comment vous allez à Dakar? Je vais bien et à Dakar, ça va aussi, au rythme de la COVID, au rythme des vaccins, au rythme de la vie quotidienne. Ça va. Nous sommes heureux de savoir que vous allez bien à Dakar et que vous arrivez à gérer la pandémie qui tient le monde entier en haleine. Ma sœur, vous êtes du Sénégal où l'Église catholique est très minoritaire. Comment est-ce que vous arrivez dans cette Église catholique et comment vous y sentez-vous? Alors, il faut savoir que la population sénégalaise est très majoritairement musulmane. Et nous avons 94% de musulmans. Et les chrétiens, principalement catholiques, représentent seulement 5%. Et les croyances traditionnelles sont accréditées de 1%. Mais il faut remarquer que toutes ces religions sont pratiquées et pratiquent en même temps ces religions traditionnelles. Et nous vivons dans le respect mutuel entre chrétiens et musulmans. Nous vivons aussi dans le dialogue interreligieux. Et bien que minoritaire, l'Église catholique se respecte au niveau du Sénégal et surtout participe à la vie de la nation par sa présence très active au niveau de l'éducation, au niveau de la promotion de la femme, au niveau de la santé, en général par rapport aux œuvres caritatives où nous ne faisons pas de distinction entre musulmans et chrétiens. Tous participent en quelque sorte à nos différentes missions. Et d'ailleurs, on parle souvent de l'exception sénégalaise. Et je pense que le fait d'être minoritaire nous pousse spontanément à aller vers l'autre et surtout à s'ouvrir au dialogue. Parce que au dialogue et surtout à la collaboration. Et on le voit lorsqu'il y a des événements au niveau, par exemple, de pays, spontanément, nos chefs religieux vont vers les chefs musulmans et vice-versa. Et ensemble, ils essayent de trouver un terrain d'entente ou une voie commune pour adresser leur message à la nation. Et nous l'avons vu récemment, par exemple, lors des événements qui ont secoué fortement le pays. Nous l'avons vu aussi dans la gestion du COVID-19. Et jusqu'à ce jour, il y a une très forte sensibilisation à partir des chefs religieux pour, par exemple, gérer cette pandémie au niveau du pays, au niveau local. Et en somme, je dirais que je me sens profondément impliquée dans la vie de ce pays comme femme, comme chrétienne, comme religieuse. Et avec mes frères et sœurs musulmans, je suis vraiment bien. D'autant plus que ce qui est exceptionnel au Sénégal, c'est que dans chaque famille, vous avez au moins un membre musulman.
dans ma propre famille, j'ai des tantes, j'ai des cousins, des cousines musulmanes. Et donc, du coup, on intègre cette dimension qui fait partie un peu de notre quotidien. C'est un peu ce que je peux dire par rapport à la réalité de minorité que nous avons au Sénégal. C'est une minorité vraiment qui se respecte, qui a sa place et qui a son mot à dire quand il y a des événements et des situations heureuses comme malheureuses dans le pays. Nous sommes constamment en dialogue entre chrétiens et musulmans. C'est ça l'exception sénégalaise, en fait. Mais vous connaissez aussi beaucoup d'autres pays, ma soeur, y compris des pays africains où l'Église catholique est majoritaire. Quelle différence avez-vous observé en parcourant ces différents pays quand vous comparez l'Église en situation minoritaire et l'Église en position majoritaire? Oui, effectivement, c'est une réalité que j'ai beaucoup ressentie. Par exemple, j'ai fait le Congo-Kinshasa. J'ai fait aussi le Burkina, où c'est des pays qui ont une tendance majoritairement catholique, je dirais. Donc, la première, la première surprise, c'est que quand vous rentrez dans ces églises, c'est des églises pleines, c'est des églises vivantes, très inculturées, très expressives. Et comme j'ai l'habitude de dire, nous, au Sénégal, on a une église plutôt catholique, apostolique et romaine. Donc, il n'y a pas beaucoup d'expression. C'est lié, je crois, à ce phénomène de minorité. Et je crois que nous vivons aussi bien notre religion et nous l'exprimons aussi à notre manière. Mais c'est ce qui est frappant, c'est un peu ça, c'est cette masse que vous retrouvez dans ces pays. Et je m'amuse, enfin, j'essaie d'analyser un peu et je trouvais que c'est une pastorale, par exemple, de massification. Étant donné que les gens sont nombreux, vous faites appel aux jeunes, ils viennent en masse, vous faites appel aux chrétiens, ils viennent en masse. Alors, du coup, la pastorale semble comme une massification, on fait tout en masse. Donc, ça, c'est une première chose que j'ai remarquée. La deuxième, c'est que par rapport aux chefs religieux, l'expérience que j'ai au Sénégal, des chefs religieux qui se concertent avec d'autres, qui intègrent les autres sensibilités. Ben, dans ces pays, je retrouve que l'Église, les chefs religieux se suffisent à eux-mêmes et du coup, quand il y a des démarches à faire au niveau étatique, ils partent seuls. Et c'est bien, mais quelque part, il y a une faiblesse, il y a une fragilité. Le fait d'être seul, il y a une fragilité. Il gagnerait à collaborer avec les autres religions que je perçois beaucoup par rapport à une église majoritaire, où les chrétiens sont majoritaires, et bon, une église où les chrétiens sont minoritaires. Par notre minorité, on se sent plus fort en étant ensemble. Et j'ai vécu ça au niveau du Congo très fortement parce que je suis arrivée quand il y a eu la transition, le passage de Mobutu à la démocratisation, où c'est l'Église qui était au devant de la scène. Mais à la longue, il y a une fragilité qu'on a sentie, hein, beaucoup, vous connaissez peut-être mieux que moi, mais il y a une fragilité quelque part. Vous êtes une femme dans une région et dans une institution où les femmes ne sont pas assez visibles dans les instances de décision. Et vous avez abondamment réfléchi sur les rapports entre femmes et hommes ou sur la place de la femme au sein de l'Église et de la société. On a vu que votre travail de doctorat était aussi un travail qui portait sur les relations entre hommes et femmes. Quel sentiment vous anime quand vous analysez l'évolution de la situation concernant les relations entre les deux sexes, aussi bien au niveau de l'institution dans laquelle vous êtes que de la région où vous vivez? Est-ce que ce sont des sentiments d'amertume, des sentiments de résignation, des sentiments de satisfaction parce qu'il y a des progrès, des sentiments d'espoir ou tout autre sentiment? Qu'est-ce qui vous anime? Alors, c'est une question très vaste, hein?
Mais lorsque j'aborde toujours la question des relations hommes-femmes, je l'aborde toujours à partir de trois attitudes. Donc, pour moi, c'est fondamental. La première attitude, c'est d'abord écouter. Donc, que me dit la femme aujourd'hui? Quelle est la situation de la femme aujourd'hui? Où qu'elle soit, en Afrique, en Europe, etc. Donc, la première attitude, c'est l'écoute. La deuxième attitude, c'est la réflexion. C'est-à-dire, j'essaie de comprendre, d'analyser ce que j'ai écouté, ce que j'ai entendu. Et la troisième attitude, c'est de proposer. Et donc, à partir de ces trois volets, j'essaie de faire un peu le point sur mon approche des relations hommes-femmes. Alors, si je me mets à écouter, par exemple, la femme, où qu'elle soit, n'est-ce pas seulement en Afrique, il n'y a pas de doute aujourd'hui qu'un des signes les plus marquants de notre époque, c'est la prise de conscience croissante de sa dignité. Et de ce fait, le rôle de la femme se trouve reconnu et important tant au niveau de la société qu'au niveau de l'Église aujourd'hui. Et ce que j'entends aussi quand je me mets à écouter, c'est que partout, des voix de femmes se lèvent pour dénoncer, et vraiment dénoncer, mais librement, de leur marginalisation. Que ça soit, où que soit la femme, il y a cette prise de conscience que la femme est vraiment marginalisée. Mais aussi, il y a une prise de conscience des violences, non seulement physiques, mais des violences structurelles que vit la femme aujourd'hui, surtout dans le contexte de l'Afrique. Il y a aussi des violences religieuses que la femme subit aujourd'hui partout, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Et nous savons aussi qu'elles sont encore une minorité dans les lieux où les décisions importantes se prennent, surtout au niveau de l'Église. Au niveau de la société, je pense qu'il y a un grand effort qui est fait. Il reste encore beaucoup à faire au niveau de l'Église. Et tout ça, c'est quand j'écoute. C'est le sentiment à la fois, comme vous dites, hein, de satisfaction, mais aussi mêlé d'amertume, parce que je me dis, quand même, la femme mérite plus que ça. J'analyse. Et puis, je crois qu'il y a mais aussi d'amertume, mais jamais de résignation. Résignation, jamais. Car, comme dit un proverbe africain, si tu abandonnes une fois, cela peut être une habitude. N'abandonne jamais. Et j'entends toujours ma mère me dire ça. Si tu abandonnes une fois, ça peut être une habitude. N'abandonne jamais. Va toujours de l'avant. Ou encore, ça, il y aurait beaucoup à développer sur ce point-là. Mais je retiens que abandonner jamais. Abandonnez jamais, ça c'est ce que nous avons noté quand nous avons lu vos différents textes, quand nous avons écouté vos différents entretiens. Et on a toujours eu le sentiment en vous écoutant et en vous lisant que vous êtes préoccupé par un seul souci, pacifier et fructifier les relations entre femmes et hommes en ayant une approche qui est celle du dialogue et non du combat, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que vous pensez vraiment que le dialogue est l'approche la mieux indiquée pour pacifier et fructifier les relations entre femmes et hommes qui, malheureusement, sont aussi marquées par les violences structurelles que vous avez évoquées tout à l'heure? Et pourquoi le dialogue vous semble être la meilleure approche dans ce cas-là? Bon, dialogue, oui. Pour moi, le dialogue est indispensable, nécessaire. Le débat aussi, pour moi, c'est nécessaire. Mais je dirais plutôt, à mon avis, l'approche, pour moi, donc j'ai écouté, j'analyse, et l'approche qui me semble la mieux, c'est la réciprocité. Donc, dialogue, débat, mais dans la réciprocité. Et je vais vous faire une petite confidence. J'aime pas trop le mot complémentarité. Parce que dans mon analyse, j'ai remarqué que
il y a toujours la prévalence masculine qui est là. Lorsqu'on parle de complémentarité, qui complète qui d'abord? C'est toujours l'homme qui va compléter la femme. Et du reste, c'est une question que je me suis toujours posée. Pourquoi, quand on parle de complémentarité, c'est toujours l'homme qui doit d'abord compléter la femme? Et si le contraire était envisageable? Et donc, du coup, cette prévalence masculine étant toujours déjà là, je me dis, le mieux, c'est de tendre vers la réciprocité. Et cette réciprocité intègre, ce qui me pousse à cela, cette réciprocité intègre la différence. C'est-à-dire, l'homme est différent de la femme est différente de l'homme, mais cette différence fait une richesse. Et cette richesse mise ensemble, ça permet vraiment le dialogue, le débat autour d'une même table. Il n'y a pas de prévalence, nous sommes en réciprocité. Et du coup, moi, l'approche que je retiens de la relation homme-femme, c'est la réciprocité. Vous vous intéressez aux questions migratoires et vous avez même créé une figure très originale pour exprimer votre point de vue sur cette question. Il s'agit de la figure de Adou Marine, euh, une figure assez significative, mais aussi énigmatique. Pourriez-vous expliquer à ceux qui nous écoutent, à celles qui nous écoutent, ce que représente cette figure du migrant? Voilà. Alors, Adou Marine, c'est un acronyme. En fait, c'est un acronyme formé d'initiales, de noms, de tant d'hommes et de femmes qui quittent l'Afrique et avec tous les dangers, avec tout ce que ça peut représenter comme situation dramatique. Si vous regardez bien, Adou Marine, chaque lettre peut constituer un nom. Et vous pouvez faire l'exercice, non? Vous prenez A, vous avez Abdou, vous avez Ablai, vous avez Adèle, vous avez, etc., etc. Donc, chaque mot, chaque lettre est constituée d'un mot, peut constituer un nom, pardon. Et chaque nom, c'est une figure, c'est un visage, c'est un être humain, c'est une personne, c'est un homme, c'est une femme, c'est un jeune, c'est un enfant. Alors, de Adou Marine, c'est en fait tous les noms de toutes ces personnes qui sont en mouvement pour chercher une vie meilleure ailleurs, en mouvement pour rencontrer l'autre, en mouvement pour s'épanouir quelque part. Alors, c'est un exercice assez intéressant et en fait, je suis issue d'un milieu où la question, les gens bougent beaucoup. La question migratoire est très, très forte parce que les jeunes ont toujours quitté euh, cette localité, étant habitués à la mer, aux aléas de la mer, affronter beaucoup les difficultés de la mer parce que c'est une zone de pêche. Donc, ils ont affronté la mer. Beaucoup sont partis par la pirogue. Et j'ai simplement pris les noms de mes proches pour former ce mot Adou Marine. Et vous pouvez faire la même chose, non? J'ai retrouvé les Maurice, les Marie, les Ibou, les Isabelle, les Nadine, les Raoul, j'ai retrouvé les Regina, j'ai retrouvé... Enfin, tous ces... Adou Marine, c'est vraiment euh, le combiné de toutes ces personnes qui sont mobilité. Parce que la migration, au fond, c'est le reflet de ce qui caractérise l'être humain. L'être humain est un être en mouvement, en perpétuel mouvement. Seulement, il y en a qui bougent pour des raisons différentes des autres, mais nous sommes toujours en mouvement. Donc, nous sommes toujours des Adou Marines, si vous voulez, M. Raoul. Nous sommes des Adou Marines. C'est un concept que j'intègre beaucoup. Et je voudrais
vous donner une expérience très forte que j'ai vécue autour de ce concept d'Adou Marine. J'étais en mission au Burkina il y a quelques années, pas très longtemps, non? Et j'ai reçu Adou Marine. Et c'était un migrant sénégalais, musulman, qui a été refoulé de la frontière du Niger. Donc, vous savez, il y a plusieurs frontières au niveau de l'Afrique qui permettent de rejoindre facilement l'Europe, en dehors de ceux qui ne prennent pas la Méditerranée, qui prennent le Sahara, c'est le Niger, et les autres, le Mali, etc., la Libye. Donc, Adou Marine était refoulé de la frontière du Niger et il était dépouillé de tout. Et il a entrepris le chemin du retour au pays natal, c'est-à-dire le Sénégal. Et en cours de route, après plusieurs jours de marche, il rencontre un chauffeur de camion, ceux qui font le trajet Burkina, Niger, etc., qui l'embarque jusqu'au Burkina. Et arrivé au Burkina, s'il continuait vers le Ghana, etc., il ne peut pas aller plus loin. Donc, il l'embarque au Burkina. Et dans sa tête, comme je vous disais tout à l'heure, le rapport de l'Église par rapport aux musulmans ici au Sénégal, lui, dans sa tête, il se dit, je vais aller vers une église. Il était à la recherche d'une église en se disant, là, peut-être un prêtre, quelqu'un m'aidera. Donc, il n'a pas cherché de mosquée, il a cherché une église. Et il est tombé sur la cathédrale de Kupela, non loin de chez nous. Arrive là, le curé de la cathédrale a juste compris qu'il était sénégalais. Il ne parle pas français, ou très peu, encore moins le moré. Et comme il a compris qu'il était sénégalais, il l'a envoyé chez nous parce qu'on nous appelait la communauté sénégalaise. Et donc, quand il est arrivé, on l'a reçu et c'était un homme dépouillé de tout, de tout, de tout. Et son seul souci, je me rappelle, son seul souci, c'est chercher à se laver de l'eau. Et donc, on l'a mis en confiance, on l'a relevé, donné à manger, etc. Vous pouvez deviner la suite. Alors, je vous raconte cette histoire, pourquoi? Pourquoi? Parce que pour moi, le concept d'Abdou Marine avait un visage. Et ce visage du migrant avec toute sa souffrance, c'est les Adou Marine que nous rencontrons chaque jour. Et ces Adou Marine, nous pouvons les rencontrer, ces visages inconnus, nous pouvons les rencontrer. Ça, c'est une véritable leçon que vous nous avez donnée là maintenant, c'est-à-dire créer des concepts, mais aussi voir comment on peut compléter la liste des, des noms qui pourraient être associés à ces différentes lettres de A à E qui se trouvent dans votre figure d'Adou Marine. Nous serons naturellement appelés au niveau de Miserio et avec toutes les personnes que nous connaissons de voir. Nous allons voir ce que les uns et les autres vont mettre dans cet acronyme qui est très riche et en même temps qui est en rapport avec un sujet très sérieux, la question migratoire. Vous êtes né et vivez au Sénégal, et au Sénégal se situe l'île de Gorée, un endroit d'où ont été déportés de très nombreux enfants d'Afrique qui allaient servir comme esclaves ailleurs. Dans quelle mesure votre lieu de naissance et de résidence influence-t-il le regard que vous portez aujourd'hui sur la question de la mobilité humaine? Alors, je suis du Sénégal et parmi les endroits symboliques en Afrique qui évoquent la question migratoire, la question de l'esclavage, nous avons l'île de Gorée, effectivement, au Sénégal, mais nous avons aussi d'autres sites au niveau de la côte ouest africaine. Il y a l'île de Kunta Kinte, qui est en Gambie. Il y a le site de Ouida, au Bénin. Et il y a le site le fort de Cap-Cos, au Ghana. J'évoque ces sites-là parce que Gorée n'est pas seul. Et pour moi, c'est des sites aussi symboliques, aussi parlants
que l'île de Gorée. Et ces sites sont situés sur la côte africaine. Et ces sites sont immanquablement liés à la traite des esclaves vers les Amériques. Et cette période a duré quand même 3 siècles. C'est beaucoup. Je ne suis pas là pour évoquer toute la souffrance, toute la douleur que tout le monde connaît, non? Et étant sénégalaise, je connais mieux donc Gorée. L'histoire, je connais un peu l'histoire de Gorée. Et sa qualité, si vous voulez, architecturale, qui est très ancienne, et surtout la maison des esclaves qui se trouve à Gorée, qui est inscrit dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, du Sénégal, etc. Cette maison des esclaves qui s'y trouve est connue dans le monde entier. Et beaucoup de personnalités se sont relayées pour voir cette maison et ça avait beaucoup d'émotions que beaucoup ont visité cette maison. Je me rappelle quand le pape Jean-Paul II, le Saint-Pape Jean-Paul II, en 92 est venu à Gorée. C'est là qu'il a demandé pardon à l'humanité, à l'Afrique, au nom de l'humanité, au nom des chrétiens qui ont aussi participé à cet esclavage. Et il y a eu Mandela, il y a eu beaucoup de personnalités qui se sont relayées. Et c'est c'est un lieu très symbolique. Et c'est à la fois un lieu historique, mais aussi symbolique. Et le nom de Gorée, parmi les nombreux touristes, et c'est ça que je voulais évoquer aussi, qui est important, parmi les nombreux touristes qui viennent, on y rencontre certains qui viennent comme en pèlerinage, de Noirs américains qui viennent pour retrouver leurs racines. Et l'un d'entre eux, rencontré comme ça, me disait, c'est un cri, c'est-à-dire le fait de revenir à la source, aux racines, pour lui, c'est un cri. Je suis venue ici pour écouter ce cri, le cri de siècles, de générations qui sont passées par là, des générations de Noirs, des générations d'esclaves. Et pour moi, dit-il, c'est comme si j'avais une connexion avec l'endroit, car le commerce des esclaves ne s'est jamais terminé. Et c'est aujourd'hui tout le mouvement migratoire que nous connaissons, c'est cette forme d'esclavage que nous connaissons aujourd'hui, que la mobilité est un droit. Ça veut dire que l'humanité est appelée à l'ouverture. Il faut s'ouvrir. Et je reprends encore mon terme de réciprocité. C'est une ouverture à la réciprocité. C'est-à-dire le fait que l'humanité, chaque personne a droit à cette mobilité, chaque personne est appelée à bouger. Ça veut dire que nous devons instaurer en tant qu'hommes, entre nous, une certaine réciprocité et une ouverture. Et chaque visage du migrant, par exemple, représente un visage de toute l'humanité parce que c'est un visage d'un être qui a le droit de bouger, le droit d'aller où il veut. Vous avez aussi, dans d'autres sorties, dans d'autres entretiens, et c'est très répandu au Sénégal et dans d'autres pays ouest-africains, quand on aborde des questions migratoires, insister sur la nécessité d'aborder la question en termes de droit de bouger, comme vous venez de le dire, et aussi en termes de droit de rester, en disant que les gens ne doivent pas être obligés de partir parce qu'on a détruit leurs moyens d'existence ou parce qu'on les a forcés à se déplacer comme c'était le cas avant quand on regarde les sites que vous avez cités tout à l'heure, y compris Gorée. Quelle est la place du droit de rester dans votre réflexion sur les questions migratoires? Les éléments qu'il faut pour bien vivre. Donc, avoir le droit de rester, ça veut dire que le droit de vivre mieux chez moi. J'ai le droit de vivre mieux chez moi. Si je n'ai pas ce qu'il me faut pour vivre chez moi, ça veut dire qu'il y a un problème et ce problème, c'est au niveau étatique. C'est au niveau de la personne, au niveau de la famille. Donc, c'est dans ce sens que je parle de droit de rester
Hein. Le droit de rester pour moi, c'est le droit d'avoir le nécessaire pour vivre et vivre dignement. Dans ce sens que j'entends parler de droit. Et tous, nous avons le droit de bouger et nous avons aussi le droit de rester. Mhm. Ça, c'est un point sur lequel nous avons beaucoup entendu nos amis, nos frères et sœurs du Sénégal et d'Afrique de l'Ouest, et nous pensons que c'est un point qui mérite d'être entendu parce que les deux bouts doivent être considérés, le droit de rester et le droit de partir ou de bouger comme vous l'avez si bien développé. Il y a un autre sujet sur lequel vous avez beaucoup réfléchi, sur lequel vous travaillez, un sujet euh, qui est sur toutes les lèvres actuellement, c'est la question écologique. Et le discours écologique est actuellement sur toutes les lèvres pour plusieurs raisons. Beaucoup estiment que ce discours écologique devrait passer comme une lettre à la poste en Afrique, car l'Afrique est encore fortement marquée par la sacralité de la nature. Dans quelle mesure l'Afrique tire-t-elle, selon vous, profit de sa vision ancestrale de la nature quand il s'agit de mobiliser aujourd'hui ses propres enfants pour la sauvegarde de la création et pour contribuer au discours mondial sur la protection du climat? Euh, je parlerai par rapport à ce point, c'est la conception de la création dans la vision africaine du monde. Et aujourd'hui, Laudato aussi a beaucoup impacté la réflexion sur cette question. Et juste, je dirais que dans la vision africaine du monde, la vie est perçue comme une réalité qui englobe et inclut les ancêtres, inclut les vivants, inclut les enfants qui sont là et les enfants à naître aussi. Hein. C'est-à-dire, il y a toute la création et tous les êtres qui sont considérés. Il y a ceux qui parlent, ceux qui ne parlent pas, ceux qui sont muets. Par exemple, un rocher, une pierre posée là à côté peut représenter beaucoup, peut être un être, peut avoir un sens pour nous en Afrique. Et il y a ceux qui pensent, il y a aussi ceux qui ont, ceux pour qui on pense, disons. Et puis, il y a l'univers visible et il y a l'univers invisible. Et tout cela sont considérés comme des êtres vivants. Et au niveau des espaces, il y a des espaces sacrés, il y a des espaces qui disent beaucoup et qui portent beaucoup de sens dans la vie quotidienne de l'Africain. Et il n'est pas seulement entouré de milieux naturels, n'est-ce pas, mais aussi des milieux sociaux. Et c'est là où on dit, et de ce fait, la création englobe la vie des végétaux spontanés, des végétaux cultivés, des activités humaines, avec tout ce que cela implique comme savoir. Et dans des pays, par exemple, j'ai fait cette expérience-là, dans des pays où la nourriture est parfois rare à certaines périodes de l'année, certains arbres sont sacrés parce que c'est l'arbre nourricier. C'est l'arbre qui, à cette période bien définie, va sauver la vie. Les écorces, les feuilles, les fruits. Et du coup, il y a tout un soin qu'on apporte à cette nature, à cette végétation, parce que on reconnaît en ces êtres-là des êtres qui nous sauvent la vie, qui sont capables de nous sauver la vie. Et il y a des plats, dans certaines traditions, il y a des plats qu'on a inventés à des périodes de famine, où on est allé chercher telle feuille, telle feuille, telle feuille, sans savoir si ça nourrit ou pas. Hein, c'est pour, et ça a formé des plats aujourd'hui qui sont à force des plats recherchés qu'on retrouve dans les fêtes, etc. Et donc, quand on vous raconte d'où vient l'origine de ces plats,
qu'on sert au moment des fêtes, vous dites, mais c'est extraordinaire. C'est des plats qui ont été au moment où la famine était très, très, très dure dans ces pays-là. Et je me rappelle, bon, dans mon village ou dans les environs, il y a toujours le petit bosquet là. Ça peut être un entrelacement d'arbres et on considère que c'est le lieu sacré. Et je me rappelle quand j'étais petite, quand il y a problème la pluie tarde à venir, eh bien, les femmes vont dans ce bosquet-là pour demander la pluie. Et c'est un lieu sacré. Il n'y a rien d'extraordinaire. Après, les enfants vont aller jouer là-bas, mais on sait qu'il y a un respect qu'on doit à ce baobab, à cet arbre qui veille, où les génies sont là, qui veillent sur le village, etc. Donc, on a encore quand même ce respect de la nature. Bien, ma sœur, nous avons évoqué différents points tout à l'heure. La question des rapports femmes-hommes, la question des migrants et des autres ou des sociétés, des personnes qui les accueillent, la question de l'être humain en rapport avec le cosmos ou en rapport avec le monde naturel qui l'entoure. Et toutes ces questions concernent en fait la question de la relation à l'autre. Cette relation aujourd'hui et hier aussi, mais aujourd'hui est particulièrement marquée par des tensions fortes, des crispations inquiétantes, des blessures béantes. Bref, un profond et sérieux malaise. Vous l'avez dit tout à l'heure en parlant de la surexploitation de la nature ou de la déforestation, par exemple. Donc, on a là un profond et sérieux malaise pour ce qui concerne la relation avec l'autre. L'une des causes de ce malaise, c'est la prédominance de ce principe de l'humiliation de l'autre. Nous humilions la nature ou nous croyons pouvoir l'humilier. Et certains pensent que les choses iraient probablement autrement, voire mieux, si l'humiliation comme principe, si l'humiliation des uns comme principe était remplacée par l'humilité de tous comme principe. Pour vous qui militez pour l'équité et la réciprocité, pour la reconnaissance et l'interdépendance, quels sont les signes qui montrent que l'aspiration à l'humilité n'est pas une simple vue de l'esprit, mais une véritable utopie? Je voudrais partir d'une petite anecdote pour répondre à votre question. Je venais d'arriver en mission au Burkina et pour moi, tout était nouveau. Et dans un sentier raide et pierreux, j'ai rencontré une petite fille qui portait sur le dos son jeune frère. Et il m'a semblé voir cette petite peinée et je me suis approchée, j'ai dit, mais tu portes un lourd fardeau sur toi. Et elle me regarde et elle me dit simplement, non, c'est pas un fardeau, c'est mon frère. Donc, c'est pas un fardeau que je porte, c'est mon frère. Alors, je suis restée un peu étonnée, non, de sa réponse. Mais le mot de cette fille m'a tout de suite renvoyée à moi-même parce que euh, moi aussi, j'ai eu à faire ces gestes-là. J'ai porté mon petit frère sur le dos et c'est pour dire que c'est des gestes simples. C'est à travers ces gestes simples que nous retrouvons l'essentiel. Et ces gestes simples nous renvoient c'est des actes simples. Quand je dis simple, c'est humble, non? Et pour moi, l'humilité revient à retrouver ces gestes humbles, ces gestes simples. Et quand les gens se permettent d'humilier d'autres personnes, je pense qu'il y a une perte du sens de l'autre qui est exprimée. Et
La réponse de cette petite, je porte mon frère, c'est pas un fardeau. Ça veut dire que l'autre est pour moi un frère que je dois porter et pas l'humilier. Je dois porter mon frère, je dois porter ma soeur, pas l'humilier, même s'il est un pauvre. Bien, ma sœur, nous allons prendre cet aspect, l'hospitalité, que vous avez rattaché à la notion d'humilité. Et nous savons que généralement, l'humilité, comme la pauvreté, aiguise le regard sur l'essentiel. Puisque nous nous acheminons vers la fin de cet entretien, ce qui pourrait nous intéresser maintenant de votre côté, c'est ce qui, selon vous, est essentiel. Et donc, quel est, selon vous, l'essentiel sur lequel vous et nous, à Misérieux, devrions concentrer notre temps et notre énergie? Est-ce que nous devrions ensemble concentrer notre temps et notre énergie sur la matérialisation de cette valeur qu'est l'hospitalité que vous venez d'indiquer? Et si oui, comment est-ce que vous voyez la possibilité de lier hospitalité et humilité comme principe ou valeur à suivre dans nos relations avec l'autre étant l'autre être humain, l'autre être vivant, ou tout simplement Dieu dans sa dimension très, très élevée que nous ne pouvons pas toujours définir en des termes humains. Alors, c'est une question importante pour moi parce que je crois fondamentalement que l'humilité est la racine même de l'existence humaine. Et je pense que aucun homme, aucune femme n'est capable de se donner la vie, de se maintenir par soi-même dans l'existence. Donc, compte tenu de cela, l'humilité, c'est une dimension fondamentale de tout être humain. L'humilité, c'est-à-dire, pour moi, c'est la reconnaissance de ce que nous sommes. C'est la reconnaissance qui nous maintient aussi dans la pauvreté. Se sentir redevable à l'autre, se sentir redevable à Dieu qui m'a créé, ça me pousse à une attitude de pauvreté. Donc, les deux vont ensemble et les deux sont en réciprocité. Je reviens toujours à cette notion de réciprocité. Dans les béatitudes, bienheureux les pauvres de cœur. Et c'est vraiment une dimension de son message fondamental que nous connaissons de lui. Et l'humble, c'est-à-dire le pauvre, et c'est Dieu qui réclame de moi une seule chose, c'est rien d'autre. Hein. Pour moi, c'est un message qui est fondamental. C'est tout simplement pratiquer la justice, c'est aimer avec tendresse et c'est marcher humblement avec son Dieu. Donc, fondamentalement, vivre cette humilité dans ce sens-là me permet tout simplement d'être entre les mains de Dieu, de vivre la justice, d'aimer la tendresse et de marcher humblement avec mon Dieu. Le proverbe, c'est la sagesse africaine, non? Et il est dur d'être pauvre, mais il est encore plus dur d'être seul. Et je pense que quelque part, où que l'on soit, il est dur d'être pauvre, c'est vrai. Et moi, j'en ai fait l'expérience dans les missions, dans ma chair, mais il est plus dur encore d'être seul. Merci beaucoup, ma sœur. Nous allons rester en contact pour savoir ce que l'avenir va réserver à cet entretien que nous avons eu avec vous.
mais c'est un entretien qui nous a permis d'aborder différents sujets. Nous n'avons pas pu épuiser les sujets qui auraient mérité attention et intérêt, sur lesquels vous auriez pu nous éclairer davantage. Nous espérons que nous aurons encore à profiter de vos réflexions, de vos travaux. Il y a des thèmes qui préoccupent Miserio actuellement, comme celui de la décolonisation de part et d'autre, Oui. mais nous n'avons pas le temps nécessaire pour l'aborder parce qu'il mérite beaucoup de temps et beaucoup d'espace pour être abordé convenablement. On a quand même vu ici et là quelques éléments qui auraient pu nous aider à aborder ce thème dans les échanges que nous avons eus. Donc, en conclusion, nous dirons affaire à suivre. C'est un épisode que nous avons là maintenant. Ce n'est pas la fin du film et on espère que Dieu va nous aider à avoir d'autres occasions pour échanger avec vous sur les Oui, sujets que nous n'avons pas pu aborder aujourd'hui. parce que le thème de la décolonisation est très actuel et il y a toute une réflexion quand même qui est menée au niveau du continent pour se situer. Vous savez, il y a un autre proverbe qui dit « Tant que le lion n'aura pas un historien, hein, l'histoire sera toujours racontée à sa défaveur. » Donc, je pense que c'est un peu ce que des Africains, des intellectuels africains sentent pour pouvoir raconter eux-mêmes, avoir une autre perspective de ce que c'est que la colonisation, la décolonisation, hier, aujourd'hui et demain. Sujet passionnant, sujet urgent et sujet à aborder. Nous espérons que nous allons le faire avec votre appui, avec votre concours et nous espérons que vous allez continuer de nous enrichir avec les réflexions qui sont les vôtres, avec les perspectives uniques que vous avez. Vous avez abordé différents sujets en ayant plusieurs casquettes. La casquette de la dame née au Sénégal, la casquette de la religieuse, la casquette de l'intellectuel qui réfléchit sur les questions théologiques et philosophiques, la casquette de la personne qui voyage et qui rencontre d'autres personnes, la casquette de cet être humain qui a décidé d'être être humain en sachant d'où elle vient et en sachant aussi qu'elle n'est pas seule sur cette terre. C'est en cela que nous vous avons gré de nous avoir permis de comprendre qu'on peut avoir plusieurs casquettes et à la fin les rassembler toutes sous un point très simple, le point que vous avez raconté tout à l'heure, le point de cette jeune fille qui voit l'être humain autrement que certains seraient tentés de le voir. L'être humain pas comme fardeau, l'être humain comme frère dans ce cas, et on espère que pour d'autres, ce sera l'être humain comme sœur, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit sa religion, quelle que soit la taille de son porte-monnaie ou bien la situation de son compte bancaire. Je vous remercie beaucoup, ma sœur, de cet entretien et je vous dis à très bientôt par rapport à ces échanges que nous avons engagés au niveau de Miserio. Merci beaucoup, merci. Et merci pour votre soutien dans la mission. Je vous en prie. À bientôt, ma sœur. Merci bien.